Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour introduire la première table ronde de la journée. Et je vais demander peut-être directement à mes intervenants, aux invités, de monter sur la scène pendant que j'introduis le sujet. Comment le plan de relance participe à repenser l'aménagement de nos territoires ? Il y a un peu plus d'un an, vous le savez, le gouvernement lançait France Relance, un plan à près de 100 milliards d'euros pour soutenir l'économie française et suite à la pandémie, bien sûr, et je cite, « bâtir un pays différent ». Une France plus verte, plus respectueuse du climat, mais aussi plus indépendante, plus compétitive et plus attractive. Alors comment penser des territoires plus durables qui peuvent se développer tout en respectant la biodiversité ? Comment construire de façon plus propre et décarboner l'industrie ? Comment protéger les sols et arrêter de les artificialiser ? Comment imaginer de nouvelles façons de se déplacer, d'habiter, de travailler ? On va en parler avec nos trois intervenants qui vont me rejoindre. Arnaud Leroy. Voilà, vous pouvez les applaudir, hein, franchement. On peut les applaudir. Alors, je vous invite à vous installer. Moi, je vais mettre sur le côté, comme ça, je vous verrai tous. Arnaud Leroy, bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration de l'Agence de la transition écologique, qu'on appelait aussi l'ADEME. Vous êtes aussi un homme politique. Alors, si je retrace un peu votre parcours, ancien militant des Verts, vous avez été aussi député PS des Français de l'étranger de 2012 à 2017, avant de rejoindre Emmanuel Macron pour devenir son porte-parole pendant la dernière campagne présidentielle. Bettina Laville, maintenant, vous pouvez l'applaudir également. Bettina Laville, bonjour, installez-vous, je vous en prie. Vous êtes présidente du Comité 21, une association française qui vise à accompagner les organisations dans la mise en place du développement durable. Vous êtes aussi conseillère d'État honoraire, vous avez conseillé plusieurs ministres et aussi un président de la République, François Mitterrand, sur les questions d'environnement. Et vous êtes auteur aussi de plusieurs livres sur le climat. Je cite le dernier, « L'adaptation au changement climatique », paru en 2017. Et Thierry de Tournon, que j'ai vu tout à l'heure et qui arrive de l'autre côté. Super. Thierry de Tournon, bonjour. Installez-vous ici, c'est très bien. Je vais décaler mes petites affaires. Vous êtes président du groupe Viae Immobilier, l'un des principaux acteurs de la promotion immobilière du Grand Sud-Ouest. La raison d'être du groupe Viae, je cite, « proposer aux investisseurs et aux collectivités une approche de l'immobilier fondée sur une valorisation de leur patrimoine ». Alors vous allez nous expliquer tout ça, mais si je comprends bien, c'est réhabiliter, requalifier, réaménager pour construire en fait les villes de demain avec ce qu'elles ont déjà. Ma première question s'adresse à vous, Arnaud Leroy. Elle va être assez vaste, mais on va essayer de faire concis. L'Agence de la transition écologique est l'un des opérateurs du plan de relance. Vous vous êtes vu attribuer près de 2 milliards d'euros à distribuer pour accompagner les entreprises sur différents dispositifs. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter dans les grandes lignes ce plan de relance et surtout les secteurs sur lesquels vous, l'ADEME, vous avez été mandaté ? Alors bonjour à toutes et tous. Alors le plan de relance, ça a été lancé, on va dire, au début, juste après, on va dire, le premier confinement. Et pour tout vous dire, c'est déjà très bien entamé. Hein. Donc là, on peut quasiment déjà faire des conclusions plutôt que dire il se passe ça, parce qu'on a quand même entamé beaucoup du crédit qui nous a été donné. Alors, quelques grandes lignes. Un, le fonds décarbonation que vous avez peut-être dont vous avez peut-être entendu parler pour des gros sujets industriels. Par exemple, ArcelorMittal pour décarboner la production d'acier dans notre pays. Donc ça fonctionne très bien. Beaucoup d'usagers aussi industriels autres, l'agroalimentaire, la papeterie et des process industriels, notamment aussi dans le cas de la construction, pour pousser à l'émergence de nouvelles filières. L'éco-conception, donc tout ce qui est lié à l'économie circulaire, et on va dire un produit qui était très bien ciblé pour initier les premiers pas de transition écologique de bon nombre d'entreprises qu'on a appelé Tremplin, qui nous a permis d'accompagner 3000 PME. Ça fait beaucoup et en même temps c'est peu par rapport à la maille du tissu industriel dans notre pays. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est surtout l'appétence du milieu économique pour faire. On n'a pas pu satisfaire tout le monde. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Souvent,
on essaie de trouver des partenaires. Là, on a mis en place des dispositifs. Il y avait le président tout à l'heure de la CCI Gironde, avec qui on a travaillé beaucoup, les chambres des métiers également, pour aller toucher les plus petites boîtes. Parce que c'est ça aussi qui est important. On parle beaucoup des gros. On a un tissu économique en France qui est quand même composé en grande majorité de PME, quelques ETI, quelques grands groupes qui ont accès aux médias, mais qui ne sont pas les plus nombreux. Et donc, il faut aussi qu'on arrive à embarquer toutes les tailles et tous les secteurs d'activité. Parce que c'est ça le sujet de la transition, c'est bien de faire émerger des nouvelles filières, c'est important et essentiel. Et en même temps, le gros de notre appareil économique a muté. Il est aujourd'hui dans des pratiques, on va dire, plus classiques. Et c'est là qu'il faut qu'on aille chercher les gains écologiques pour qu'on puisse embarquer tout le monde, du coiffeur dans une entreprise unipersonnelle à la grande compagnie internationale, voire multinationale. C'est ça qui va faire qu'on réussisse ou non la transition. Donc voilà, donc ça a été lancé, ça a bien marché, ça continue de bien marcher. Donc maintenant la question c'est de savoir quel sera le relais avec le programme qui a été lancé France 2030 ou 2030, selon les matinées à laquelle vous prononcez la chose. Donc ça, c'est des éléments importants. Il y a pas mal de stratégies d'accélération industrielle qui sont mises sur la table. On parlera peut-être tout à l'heure, il y a des évolutions aussi en normes de construction, notamment pour travailler sur l'impact carbone de la construction, non pas simplement sur la consommation énergétique de l'usage, mais au niveau de la construction, qui doivent nous mobiliser pour faire émerger une filière industrielle beaucoup plus forte dans le bois, dans les matériaux qu'on appelle biosourcés, que ça peut être la paille, le chanvre ou d'autres selon les régions. L'argile, brique d'argile qu'on développe ici en Nouvelle-Aquitaine notamment. Donc vous voyez, encore beaucoup de travail et il faut surtout avoir la constance. C'est ça le sujet aujourd'hui qui est important qu'on ait tous en tête. Il y a eu un gros coup d'accélérateur avec France Relance, c'est vraiment un gros coup d'accélérateur. Jamais l'État n'avait consacré autant à la transition écologique. On peut le dire sans prosélytisme politique, jamais l'ADEME avait eu un budget aussi important. On a voté encore un budget plus classique hier et on est à l'orée des 850 millions d'euros pour l'année 2022 hors plan de relance, où on a encore un petit peu de sous dans notre porte-monnaie. Vous voyez, donc ça commence à se développer fortement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a deux grandes, on va dire, forces de traction pour tout ça. C'est les territoires, on y reviendra peut-être, et le milieu économique qui commence vraiment à cranter les choses. Et comment ça se passe concrètement aujourd'hui, la relation avec les territoires et les entreprises pour pouvoir accéder à ces fonds? Est-ce qu'ils doivent, ça fonctionne sous forme d'appel à projet? Ça forme des appels à projets, ça fonctionne comme ça, ou alors parfois des subventions forfaitaires. Donc nous, on a essayé de simplifier au maximum. On a un portail national qui s'appelle Agir pour la transition écologique. Donc vous trouvez tout ça, vous avez tous les parcours, que vous soyez en Corse, en Nouvelle-Outre-mer, en Outre-mer ou en Nouvelle-Aquitaine ou je ne sais où, vous avez accès à la même information, au même dispositif. Et il y a parfois des choses qui ont été mises en place selon les régions, avec les régions, parce que les régions ont été assez mobilisées également. Donc voilà, donc tout ça c'est relativement simple. La question, et je reviens là-dessus, c'est qu'on est plutôt en fin de process, donc il y a des dispositifs déjà qui sont en train de s'éteindre, parce qu'on est allé très vite dans le déploiement, comme ça avait été annoncé dans le cadre de France Relance. Et ces dispositifs-là, peut-être que vous pouvez en parler, ils ne vont pas être pérennisés ou alors continuer à se développer sur les années à venir? Alors écoutez, pour l'instant, ils ne sont pas pérennisés. J'en prends un. Il y avait deux dispositifs qui étaient les plus souples et les plus, à mon avis, intéressants d'un point de vue de la réalité, parce que ça nous permettait de toucher vraiment beaucoup d'entreprises qu'on a appelées tremplins ou des dispositifs entreprises engagées pour la transition écologique, qui étaient là des boîtes qui avaient des choses à vendre dans le cadre de la transition. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas souhaité donner suite aux dispositifs tels qu'ils ont été imaginés au départ, peut-être pour aller vers quelque chose d'autre. On est en train de les évaluer aussi, c'est important de voir si ça marche. Nous, on a un regard plutôt favorable parce que ça a plutôt bien fonctionné. On a pu animer des écosystèmes économiques locaux beaucoup plus facilement et surtout toucher, c'est ça qui est important, toucher des structures économiques avec lesquelles des agences comme la mienne ou d'autres, on n'avait pas du tout de contact et qui maintenant viennent nous voir parce qu'elles s'intéressent à leur bilan carbone, comment diminuer leur empreinte carbone, comment diminuer leur empreinte matière, donc faire les mêmes choses quand elles sont dans le processus de production avec moins de matière, donc ça signifie faire de la recherche dans les process industriels, dans l'éco-conception, et ça c'est des choses qu'on accompagnera encore pendant de nombreuses années parce qu'on est en train de rentrer gentiment dans le système.
On a entendu aussi beaucoup que ce plan de relance, finalement, il s'était quand même beaucoup adressé aux grosses entreprises et que vous en avez un petit peu parlé, que les petites entreprises avaient pu moins en profiter. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a eu une méconnaissance? Est-ce qu'elles n'ont pas pu en profiter parce qu'elles n'étaient pas assez au courant de ce dispositif? Alors, moi, je n'ai pas du tout ces chiffres-là. Donc, la ventilation des aides que l'ADEME a données, on est à 65-68% pour des PME. Donc, vous voyez, c'est... Ça représente peut-être moins en chiffres. Non, je vous parle aussi en en nombre, c'est sûr. Le CAC 40, on sait qu'il y en a peu. Les PME, il y en a beaucoup. Donc c'est sûr, si on prend cet angle-là, cette ventilation-là, vous avez toujours un axe favorable pour les PME. Moi, je vous parle en volume d'investissement et de subventions accordées. Donc on a essayé, en tout cas c'est le travail qui a été fait au niveau territorial par les équipes de l'ADEME en lien avec d'autres, notamment les équipes des régions également. On a aidé principalement des PME et des ETI. C'était aussi la commande politique qui était faite. On est dans des processus aussi importants pour des grands groupes. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Arcelor à dessein, pour qu'on comprenne bien aussi. Vous savez, vous avez le port de Dunkerque, vous avez concentration importante de structures qui fabriquent de l'acier, de l'aluminium. Vous avez là-bas, sur une place industrielle, 20% des émissions du pays, 12% de la consommation électrique, sur une place portuaire. Donc vous imaginez bien, si vous voulez avoir un impact, c'est ça dont il faut parler aujourd'hui. C'est plus du tout le côté, sympa, mais avec des micro-expériences. C'est toujours important d'en faire, mais c'est aussi très important d'aller chercher là où on peut agir. Donc quand vous avez une possibilité de discuter et d'embarquer des industriels de la sorte qui pèsent sur, on va dire, quelques dizaines de kilomètres carrés, 20% des émissions du pays, vous avez l'obligation d'aller travailler avec eux. Donc nous, c'est ce qu'on a fait avec le fonds décarbonation qui est en place, qui va perdurer. Donc c'est sûr que là, on est dans des enveloppes conséquentes avec quelques clients seulement. Mais je vous le dis, puis les chiffres sont disponibles, donc il n'y a pas du tout, je n'essaie pas de vous baratiner ce matin, à vendredi matin, pour faire bien. C'est une réalité, en tout cas, on l'a fait. On a essayé de faire des dispositifs simples, donc ça c'est ce qui a pu expliquer le succès vis-à-vis des PME. Et après, il y a une réalité, on peut se dire les choses. C'est vrai qu'en France, parfois on fait des choses un peu complexes. C'était pas du tout l'idée de France Relance, qui était quand même une béquille dans un moment compliqué pour l'économie. On n'est pas du tout dans la chorégraphie habituelle des subventions ou des aides aux entreprises. Donc ça, c'est à garder en tête. Mais il faut qu'on arrive, et c'est ce que moi j'ai demandé aux équipes, d'essayer de travailler au plus près des acteurs avec des partenaires, parce qu'on ne peut pas tout faire. L'ADEME, c'est important, mais ce n'est pas non plus très très grand. On n'est que 1000 à l'échelle nationale, alors qu'on voit que le sujet de la transition, aujourd'hui, concerne de plus en plus de secteurs d'activité, de collectivités et de demandes d'information du grand public également. Donc vous voyez, on essaie de travailler en partenariat également pour pouvoir toucher le plus de monde et faire simple. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu le fonds aussi consacré au recyclage des friches, alors qui ne pèse pas le plus lourd dans le budget de l'ADEME, mais qui est quand même un fonds stratégique, et puis on pourra faire le pont après avec le groupe Viae. Donc c'est un fonds, donc vous avez eu 60 millions pour l'ADEME, donc pour ce fonds de recyclage des friches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, alors l'ADEME historiquement fait des friches. On consacre 20-25 millions d'euros par an pour des friches très particulières, des friches polluées et des friches dites orphelines. Donc c'est des friches industrielles souvent dont on a perdu trace du dernier propriétaire et où l'État nous demande d'intervenir pour la sécuriser, pour éviter qu'il y ait des accidents, parce que c'est souvent des endroits où la jeunesse aime bien aller s'encanailler. Donc voilà, nous, notre boulot, c'est aussi de la sécuriser, ces friches, et de travailler à la dépollution avec des partenaires privés qui viennent, qui soit des promoteurs immobiliers, soit des collectivités qui veulent redonner ce terrain à la nature. Donc voilà, ça c'est un boulot qu'on fait depuis plus de 20 ans à l'ADEME. Là, dans le cadre de France Relance, l'État a mis en place un dispositif qui s'appelle le Fonds Friche, dont nous on a continué sur notre petite niche
de terrains très pollués dont on avait perdu trace. On a élargi un tout petit peu, mais globalement, nous, on a pris en considération toujours ces friches qui existent et qui sont nombreuses dans notre pays, notamment dans la région Hauts-de-France, la région Grand Est, dans tout l'ancien tissu industriel français. Vous avez beaucoup de friches dont on a perdu trace du dernier propriétaire, parce qu'il y a des pollutions qui datent parfois de 150 ans. Donc vous imaginez, on n'avait pas les mêmes préoccupations il y a 150 ans. Donc des friches qui sont polluées au mercure, fortement à d'autres produits chimiques très dangereux. Donc nous, on travaille là-dessus. Après, il y avait ce fonds friche de 300 millions, et qui a été là plus opéré par les services de l'État en direct, et qui a permis un succès important pour gagner une bataille qui est quand même pas facile aujourd'hui, qui est celle de la non-artificialisation. Donc aller récupérer les terres qui sont disponibles, qui ont déjà été travaillées par l'homme, et pouvoir reconstruire dessus. Donc nous, on travaille en lien là-dessus avec les services déconcentrés de l'État. Et nous, on a gardé notre spécificité, notre spécialité, qui est vraiment comment travailler sur ces friches très particulières, très polluées, orphelines. Donc voilà, donc ça fonctionne très bien. D'ailleurs, ça a été prolongé, le dispositif a été prolongé hors plan de relance par le président de la République. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose d'important, parce que ça permet aussi de répondre à une demande souvent de densification de l'habitat en milieu urbain, parce que c'est souvent des terrains qui sont soit dans des villes, des grandes villes ou des villes moyennes, et ça permet d'éviter de grignoter des terres agricoles et des terres arables pour faire des lotissements. Donc c'est un sujet très important, et donc travailler aussi sur le retour à la biodiversité. Voilà. Donc ça s'inscrit aussi, comme vous le disiez, dans l'objectif de zéro artificialisation nette, j'ai réussi à le dire cette fois-ci, qui s'inscrit aussi dans la loi climat et résilience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement de quoi on parle quand on parle de zéro artificialisation nette? Vous l'avez un petit peu dit déjà. Quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est d'arrêter d'avoir des stats qui, chaque année, nous démontrent qu'en France, on a construit sur X centaines, voire milliers, dizaines de milliers d'hectares supplémentaires. Donc souvent, l'échelle qu'on prend, c'est des terrains de foot. Et vous voyez qu'en 10 ans, par exemple, on a perdu un département de terres agricoles, des choses comme ça. Donc ça doit nous parler. Et je vous en parle plus facilement. Donc l'idée, c'est d'arrêter de manger des terres arables et d'essayer de travailler sur l'espace qui est déjà artificialisé, et Dieu sait qu'il y en a. Donc travailler sur la densification, donc ça c'est un sujet, avec un vrai débat sur comment on fait quelque chose d'attrayant, de beau, qui donne envie, surtout après l'épisode dans lequel nous sommes toujours. Donc on voit très bien que les gens veulent, par exemple, de l'espace, des éléments de communion, de comment on travaille aussi sur l'aspect un petit peu de sociabilité. Ça, monsieur en dirait certainement plus que moi tout à l'heure, mais on sent qu'il y a une vraie demande différente. Et tout bêtement, nous, on vient de présenter des scénarios que je vous encourage à lire mardi sur la neutralité carbone à 2050 pour notre pays. On en reparlera un peu si on a le temps. Et ce qu'on voit, en tout cas dans tous les chemins qui sont tracés, et ça ne sera pas toujours simple, c'est qu'il faut augmenter les puits carbone naturels. Donc là, il faut qu'on arrive à trouver un moyen de faire plus, donc les émissions qui existeront, par un moins qui viendront les capter, qui soit au moins équivalent pour arriver à cette fameuse neutralité carbone. Ça demande une mobilisation conséquente de la nature, soit par des pâturages, qui sont des puits carbone naturels très importants, soit par de la forêt. Donc reforester une partie du territoire, tout en maintenant le massif actuel, en l'entretenant et l'exploitant comme il se doit d'être. Donc voilà, ça c'est des sujets très importants. Donc vous voyez, ça participe à ce que vous disiez non-artificialisation. Moi je pense que ça c'est un moyen pour arriver à la neutralité carbone. Donc je mets la neutralité carbone en haut de l'ambition politique, qui est dans la loi également, la non-artificialisation étant un des moyens, un des leviers pour y arriver. Et ça commence aujourd'hui dans les programmes notamment de construction immobilière. Alors je sais que c'est pas simple, parce qu'on est dans un pays dont la population grandit, dont les envies immobilières varient aussi, et il faudra qu'on soit, je pense, tous très imaginatifs. On en parlera dans un instant avec Thierry de Tournon. Je voulais juste demander à Bettina Laville, juste avant, vous, quelle lecture vous faites de ce plan de relance? Est-ce que, selon vous, il est à la mesure de l'urgence climatique? Est-ce que cette transformation de l'économie va aller assez vite pour répondre aux besoins urgents? Moi, je suis d'accord avec Arnaud que jamais l'ADEME, et en fait jamais il y avait eu
déversé, si j'ose dire, sur la transition et l'adaptation, enfin la transition écologique ou énergétique, des masses aussi importantes de crédit. Ça, c'est un fait d'ailleurs qui a été reconnu par un organisme indépendant qui est le Haut Conseil pour le climat, même si le Haut Conseil pour le climat a dit qu'il fallait parfois encore aller plus loin, mais ça c'est normal au vu de l'urgence climatique, et d'autre part, parfois faire attention à des effets rebonds. Ça a été en fait une chose assez importante qu'a dit le Haut Conseil. Sur le plan, si vous voulez, de la distribution des crédits, il y a eu effectivement de grands programmes nationaux, et il y a eu des enveloppes au niveau du territoire. Et quand vous vous interrogiez, je pense que vous faites allusion à ça, c'est-à-dire que les enveloppes au niveau du territoire ont été parfois un peu compliquées à identifier, et elles ont été distribuées par les préfets, en l'occurrence. Et il y a eu un moment d'articulation dans une période, et moi je suis d'accord avec Arnaud, extrêmement difficile, où le contact entre les élus et l'administration n'était pas évident, était par visio, comme on dit. Donc, si vous voulez, il est absolument évident que parfois les choses ont eu un peu de mal à s'enclencher. Mais elles ont donné un élan, et ce que je trouve, moi qui regarde ça depuis assez longtemps, ce que je trouve, c'est que à cause de ce plan de relance, il faut bien imaginer quand même que le Covid a eu quelques bons effets, sans ça c'est à désespérer. Je trouve que pour la première fois, il y a eu des choses très concrètes, c'est-à-dire que les projets ont été extrêmement concrets. Parce que la plupart du temps, jusque-là, depuis une dizaine d'années, c'était des plans, de grands plans. Alors évidemment, à la fin, il y avait des crédits pour faire des choses et transformer des choses. Mais là, il y a eu des projets précis, concrets, qui ont été égrenés effectivement sur les friches, énormément sur les bâtiments. Ça, je crois que quand même, il y a eu vraiment un immense plan bâtiment, en particulier sur les bâtiments scolaires, etc. Et donc, la transformation s'est faite. Quand il y a, le problème au niveau du territoire, c'est que quand il y a, par exemple, comme dans ce territoire-ci, en Nouvelle-Aquitaine, des programmes très forts comme Néoterra et Acclimatera, adaptation et le grand... c'est d'autant plus intéressant parce que les deux s'accrochent, si vous voulez, et donc ce qui existe au niveau régional, au niveau territorial, profite de la manne nationale qui est descendue là-dessus pour faire une relance la plus écologique possible. Quand il n'y a pas, et il y a des territoires, même si tout bouge en ce moment, mais quand il y a des territoires qui sont moins engagés déjà, les phases de recherche de projets sont forcément beaucoup plus longues. Et c'est un petit peu ça qui fait que parfois, la photographie globale du plan de relance paraît inégale suivant les territoires. Vous avez employé plusieurs fois le mot adaptation. Est-ce que, selon vous, est-ce que vous pouvez déjà nous définir un petit peu ce que vous entendez par là? Est-ce que, selon vous, la notion d'adaptation est présente, est assez présente dans ce plan de relance? Parce qu'on parle beaucoup de transformation, mais est-ce qu'on parle aussi d'adaptation? Alors, le comité 21 s'est beaucoup engagé sur l'adaptation depuis quelques années. On a été un peu dans le microcosme parmi les premiers à lancer cette affaire, effectivement, en 2016. Et aujourd'hui, on voit bien, moi je rentre comme toi, je suppose, de la conférence de Glasgow, on voit bien que l'adaptation est aujourd'hui au cœur des problèmes. Quand on a un peu l'habitude des COP, par exemple, au niveau international, on voit que l'adaptation vraiment où il y avait qui était balbutiante à Madrid, donc il y a 2 ans, puisqu'il n'y a pas eu de COP l'année dernière, ça commençait, mais c'est tout. Bon. Donc l'adaptation est malheureusement, si j'ose dire, puisque ça prouve qu'il faut s'adapter à l'existant et qu'on n'a pas été assez vite dans la transformation et qu'on n'a pas eu assez d'influence sur la baisse des émissions en particulier, l'adaptation est aujourd'hui un sujet majeur. Le traité de Paris, d'ailleurs, dit que les mesures sur l'adaptation doivent être peu à peu égales à celles de l'atténuation, et pour l'instant on en est loin. On en est loin au niveau international, on en est encore loin au niveau national. Alors au niveau du plan de relance, il y a eu des choses assez intéressantes, particulièrement en agroécologie. Je veux dire, là c'est pas l'ADEME, c'est aussi peut-être un peu, mais c'est surtout le ministère de l'Agriculture qui a lancé
des plans d'aide pour que l'agriculture s'habitue, si j'ose dire, et pour que les agriculteurs puissent acheter des matériels qui sont beaucoup plus adaptés à tout ce qui est effectivement coup de sécheresse ou inondation, etc. Et puis, d'autre part, pour que l'agriculture elle-même puisse évoluer. Vous savez, il y a plusieurs phases dans l'adaptation. Hein, je veux dire, c'est une science, en fait, l'adaptation au changement climatique. Donc, il y a évidemment des choses qu'on peut faire, je dirais, au plus près du territoire qui sont absolument évidentes, c'est-à-dire changer les temps des semis, etc. Bon, c'est des choses qui coûtent un peu d'argent, mais pas tellement. Et puis il y a des choses qui sont beaucoup plus lourdes quand on change carrément de culture, quand on change carrément de rythme et quand on change carrément de matériel. Donc ça, il y a eu des crédits assez importants dans le plan de relance et également tous les crédits bâtiments. Moi, je considère qu'elles vont de manière égale. D'ailleurs, c'est souvent ça dans l'adaptation. Parfois, on dit atténuation ou adaptation, c'est absolument faux. Quand on a des actions qui baissent les émissions, ça veut dire qu'on s'adapte. Et quand on a des actions, en particulier dans le bâtiment, qui sont ciblées sur l'adaptation au changement climatique, ça veut dire qu'on souffre moins ou de la chaleur, des changements de température, etc., quand on vit dans les bâtiments. Mais ça veut dire aussi que sont employés des matériaux et des techniques qui permettent des émissions beaucoup moins importantes. Donc les deux vont de pair. Donc oui, moi j'aurais effectivement préféré qu'il y ait encore plus de crédits sur l'adaptation parce que je pense que c'est un phénomène qui va exploser, qui va y avoir une demande venant des citoyens, venant des territoires. Alors, sur l'adaptation, vous savez, il y a aussi l'adaptation douce, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire qu'avec, en particulier, il y a un rapport du GIEC qui va paraître en février prochain. On a un plan national d'adaptation en France, et donc, en fait, on se rend compte qu'il va falloir s'adapter progressivement, sauf qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de phénomènes extrêmes et qu'il faut répondre à ces phénomènes extrêmes. Et quand on répond à ces phénomènes extrêmes, là, c'est plus des crédits adaptation, c'est des crédits catastrophes, etc., ou prévention des catastrophes. Et en ce moment, par exemple, il y a une transformation du REGIP qu'on appelle CatNat, c'est-à-dire les catastrophes naturelles, etc. Thierry de Tournon, vous vous engagez en tant qu'aménageur avec le groupe Viae, oui, prenez un micro, je vous en prie, à ne pas construire sur des sols qui sont déjà artificialisés. Vous voulez d'abord rénover, réhabiliter. Donc ça fait un pont un peu avec le fonds Friche dont on a déjà parlé. Pourquoi avoir pris cet engagement avant que l'objectif de zéro artificialisation rentre dans la loi, avant qu'il y ait ce fonds Friche? C'est un engagement que vous avez pris il y a longtemps? C'est même un des engagements fondateurs de la société, puisque le métier de Viae, c'est, avant d'être un promoteur, c'est surtout d'être un aménageur urbain et donc de réfléchir la ville de façon globale, parce que nous considérons que le choix des matériaux, les nouvelles technologies, l'intelligence humaine vont nous aider, mais il y a aussi, en termes de comportement et de penser la vie, pas mal de choses à faire, de réviser nos comportements pour être beaucoup plus efficients, beaucoup moins consommateurs d'énergie, d'émettre beaucoup moins de carbone et d'offrir finalement une qualité de vie, une qualité d'usage à la fois aux habitants mais également aux utilisateurs de bureaux et aux utilisateurs de l'espace public, une appropriation, une plus grande pérennité dans les aménagements que l'on peut réaliser. Puisque j'ai toujours tendance à dire que l'aménagement immobilier le plus écologique, c'est celui qu'on ne construit pas. Donc, en l'occurrence, savoir réutiliser l'existant, savoir le revaloriser, savoir lui donner une nouvelle vie, c'est aussi une démarche extrêmement importante, puisque tout à l'heure Arnaud l'a évoqué. En France, peut-être que c'est un chiffre que l'on connaît peu, mais il y a, selon les estimations, mais on va prendre la plus basse, entre 90 000 et 150 000 hectares de friches industrielles qui sont inutilisées, disponibles. Et
comme il a été évoqué tout à l'heure, alors que la population française, sur ces 10 dernières années, a augmenté assez faiblement, je pense qu'on est à moins de 1%, la quantité de terres étanchées a, elle, augmenté de 8%. Donc, ce qui veut bien dire qu'on continue à gaspiller du sol, à consommer de la nature, à construire sur des espaces dont nous avons besoin pour consommer du carbone et continuer à bénéficier d'un cadre de vie confortable et agréable. Donc, notre credo depuis toujours, c'est de considérer que les bonnes solutions sont celles qui sont réfléchies à l'échelle d'un aménagement de quartier, d'un aménagement même d'une agglomération, puisque les usages doivent se répondre. L'efficacité en termes de construction, c'est aussi l'efficacité de ce que l'on va délivrer à celui qui va l'utiliser. La pérennité des bâtiments, quelqu'un qui se sent bien dans l'endroit où il vit, dans l'endroit où il travaille, n'aura pas envie qu'on le reconstruise dans 20 ans. Ça aussi, c'est fondamental, puisque, bien sûr, nous nous engageons tous les jours sur la recherche de matériaux plus intelligents, de conception plus intelligente, mais, in fine, je crois que le lieu où nous le sommes peut le démontrer, un bâtiment qui va démontrer à travers les siècles qu'il peut s'adapter aux usages dont on va avoir besoin, il est beaucoup plus écologique qu'un bâtiment qu'on va devoir reconstruire dans 20 ans parce qu'on l'a pensé pour un usage spécifique et on l'a rendu incapable de s'adapter à l'avenir. Ça, la réversibilité des constructions, ça aussi c'est fondamental. Ça doit être intégré dans le processus de conception. Or aujourd'hui, c'est extrêmement rare de travailler comme cela. Donc c'est à côté des acteurs publics, la nécessaire implication des acteurs privés dans une efficacité économique, une efficacité en termes de services rendus à la population, mais également un engagement dans des objectifs qui sont plus larges que ceux que l'on peut avoir tous les jours, qui consistent à faire de l'activité. J'avais quelque chose de particulier que je vous souhaitais aborder aujourd'hui. Je pense que ce que l'on doit réviser aussi, et là-dessus les acteurs de l'État doivent nous aider, nous, c'est l'incitation à la construction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile pour un promoteur, quel qu'il soit, ou pour une collectivité, des gens qui sont au quotidien confrontés à la problématique de construction, puisqu'on a besoin de construire du logement, de construire des bureaux, Il est beaucoup plus facile pour eux de dire, tiens, ce terrain, je vais le déclasser et je vais en faire une zone constructible, que de s'attaquer à requalifier un ensemble immobilier qui est dépérissant ou qui est parce qu'une friche, on pense tout de suite à quelque chose qui est abandonné, mais ce serait bien aussi qu'on commence à pouvoir s'attaquer aux friches, ce que j'appelle moi les friches en devenir, c'est-à-dire des zones qui ont connu leur heure de gloire, mais qui petit à petit sont en train de se désertifier, de perdre leur intérêt pour diverses raisons. Et il est très difficile d'un point de vue aujourd'hui juridique, d'un point de vue réglementaire, pour les collectivités et pour les acteurs de l'aménagement, de travailler sur ces sujets-là, parce qu'on se heurte toujours à tout un tas de difficultés d'ordre purement juridique et aussi d'incitation financière, parce que réfléchir au réaménagement d'une zone polluée, Arnaud, je crois que vous y êtes confronté tout le temps, d'immeubles vieillissants dans lesquels vont se poser différentes problématiques d'adaptation aux normes modernes en termes de sécurité incendie, de protection des personnes, d'accessibilité, nécessite énormément d'investissements préalables à toute concrétisation finalement d'un projet. Et aujourd'hui, tout cela n'est financé par personne. Donc les opérateurs et les collectivités doivent faire œuvre d'imagination débordante pour trouver des financements qui leur permettent de pouvoir demain rendre constructibles ces lieux qui aujourd'hui ne le sont pas. Et ça, c'est vraiment, je crois, un angle mort du plan de relance. J'ai essayé à plusieurs reprises de l'évoquer devant un certain nombre de membres du gouvernement, mais c'est vraiment quelque chose qui, je pense, doit aujourd'hui être intégré. Rien n'est fait pour inciter, pour faciliter, pour favoriser
l'investissement dans la reconversion de l'existant. Ça, c'est vraiment un vrai sujet. La BPI est totalement absente du sujet, par exemple, mais les fonds Friches nous aident. On travaille beaucoup avec les régions là-dessus, notamment la région Île-de-France est très très impliquée là-dessus, puisque c'est une des régions où il y a le plus de friches disponibles et la plus forte tension en termes d'immobilier. Mais malgré tout, on se heurte à des problématiques réglementaires. Donc là, il y a vraiment un vrai sujet qui, encore une fois, je pense que la transition écologique, l'émission de moins de carbone, la moindre consommation d'énergie, c'est aussi un changement des comportements, un changement des habitudes. Et également dans la façon de penser les villes ou les métropoles, peut-être qu'on devrait revenir à des modes de fonctionnement d'autrefois qui étaient peut-être un peu plus efficaces, avec ce que moi j'appelle les péricentralités, c'est-à-dire des villes de taille moyenne autour des grandes agglomérations qui regroupent en elles-mêmes l'ensemble des services et certains centres de décision décentralisés, ce qui permet d'avoir une plus grande accessibilité de l'utilisateur, des citoyens, y compris des entreprises, finalement, au mode de décision, et qui évite le balancier que l'on connaît, notamment ici à Bordeaux, je crois que tout le monde est parfaitement au courant de la problématique, où les gens mettent 1 heure tous les matins pour venir travailler et la même chose le soir pour rentrer chez eux, ce qui n'est pas très efficace ni d'un point de vue écologique et encore moins d'un point de vue économique, puisque je ne crois pas que dans les embouteillages, les gens produisent beaucoup et non plus ne s'enrichissent pas d'un point de vue personnel. Donc je pense que la transition écologique, c'est aussi un moyen peut-être de rendre une meilleure qualité de vie aux gens. Ça compte. Voilà. On a toujours tendance à penser que c'est punitif, alors que je pense que ça peut être au contraire une façon d'améliorer la qualité de vie. Justement, je voulais y venir, puisque ce plan de relance, on l'a dit, c'était une réponse à la crise économique due à la pandémie. Est-ce que, selon vous, justement, les directions de ce plan de relance auraient été les mêmes s'il n'y avait pas eu la pandémie? Est-ce que les besoins des territoires et des Français ont évolué? Et je pense notamment à ce que vous venez de dire, ce besoin de décentraliser et de retourner plus à la campagne ou dans les petites villes. Est-ce que sortir de l'hyper-métropolisation, est-ce que ça a été accentué, accéléré par la pandémie, selon vous? Bettina? Alors, je pense que oui, peut-être pas assez. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on ne présente pas assez la transition écologique comme facteur de bien-être. Et d'ailleurs, au niveau de tout ce qui est simplement le vocabulaire, il faut bien dire que ce mot bien-être, qui était très, très utilisé il y a quelques années, a basculé en fait dans la sphère privée, alors qu'il doit, ça vous avez tout à fait raison, rester dans la sphère publique, etc. Alors, je crois qu'il y a une étude qui est parue d'ailleurs, je crois hier ou avant-hier, qui confirme le mouvement de retrouvailles, si j'ose dire, avec la Terre et le fait que les gens préfèrent quitter des villes très encombrées et en plus, effectivement, où règne l'épidémie, beaucoup plus que dans la campagne ou que dans des zones où on a d'espace. Bon. Alors, ça, moi, je pense que, en fait, vous savez, quand il y a eu la pandémie, la première, on a tous fait des papiers, enfin, oui, je crois, tout le monde, à peu près, sur plus jamais ça, comme si on pouvait d'ailleurs faire en sorte que on ne règne pas sur la pandémie. Et deuxièmement, le monde de demain sera différent, etc. Et un ministre avait répondu de manière peut-être un peu trop lucide, oui, le monde de demain sera différent, en pire. Bon, c'est pas faux sur le plan international, il faut bien le dire. Sur le plan de notre pays et beaucoup d'autres pays d'Europe, je pense que ce qui va rester, alors on ne peut pas dire c'est beaucoup trop tôt, d'autant plus qu'on est dans la 5e vague, mais ce qui va rester, c'est le télétravail. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est aujourd'hui incontournable. Le seul problème, c'est de savoir à quelle dose et de savoir comment on va repenser le travail et la manière de se rendre au travail. C'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire est-ce qu'on va rester complètement isolé chez soi? Est-ce qu'il va y avoir justement dans des zones intermédiaires que peuvent être
une ville proche des centres de télétravail. Bon, ça, je pense qu'il y a une page qui s'ouvre là, qu'il y avait de très fortes réticences pour le télétravail avant, en particulier du MEDEF, que maintenant il y a un encadrement législatif, ça s'est assoupli, et d'autre part que je pense qu'il y a une aspiration à travers le fait que les salariés acceptent le télétravail ou demandent le télétravail, il y a une aspiration à vivre autrement et très au-delà des questions d'espace, à avoir justement plus de bien-être par rapport à la vie privée, etc. Parce qu'on a à la fois redécouvert peut-être une forme de vie familiale et surtout on a redécouvert le prix des choses. Et ça, je pense que c'est tout à fait important. N'empêche qu'il y a là aussi des effets pervers. Et par exemple, dans les déplacements, il est évident que quand on va habiter dans nos zones isolées, on se déplace plus. Et du coup, se pose le problème de la voiture individuelle et se pose le problème de on se déplace comment, etc. Il y a des études qui commencent à être faites, je parle sous ton contrôle, qui est que malgré tout, comment dirais-je, le télétravail existant aujourd'hui, au temps T, économise quand même des émissions par rapport au fait qu'on se rende, qu'on passe une heure à Paris, à Bordeaux, etc. Et dans d'autres grandes villes, ne parlons pas de Marseille ou de Lyon, le temps qu'on passe dans les voitures et donc les émissions de CO2 qui en découlent. Donc ça, pour l'instant, c'est assez positif. Alors, sur la question, en fait... que vous avez posé... Peut-être rapidement, parce qu'on va devoir conclure bientôt, Est-ce que c'eût été autrement sans le Covid? Alors franchement, j'en sais rien, comme tout le monde. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que malheureusement, le monde évolue toujours par crise. Bon, et là, on a 3 ou 4 crises ensemble. On a la crise sanitaire, d'une part, que nous vivons. On a la crise climatique. Il se trouve que elles sont sûrement liées, d'ailleurs. Bon, ça, on ne sait pas trop, mais enfin, elles sont sûrement liées. Elles vont être liées. Et que le problème, c'est de réagir de la manière la plus sobre, parce qu'évidemment, tout ce que vous avez dit, c'est autour du mot sobriété, à la multiplicité des crises. Et c'est pour ça que nous, on essaye d'être au plus près des territoires et aussi, on essaye de faire avec tous les acteurs. Parce que je pense que on a bien vu, et j'arrête, que travailler en silo, c'est-à-dire entreprise ou collectivité, etc., ça ne marchait pas en phase de crise. Il faut une union des acteurs, et ça, c'est l'ADN un peu du Comité 21. Merci beaucoup, Bettina Laville. Malheureusement, il est déjà l'heure de conclure. Peut-être Arnaud Leroy et Thierry de Tournon, juste quelques mots de conclusion. Je ne pense pas qu'il y aurait eu autant d'argent disponible s'il n'y avait pas eu la crise, parce qu'on n'était pas du tout dans ces tendances-là, donc pas la peine de se mentir. Et la question, c'est combien de temps ça sera comme ça. 2, on n'en a pas parlé, mais au-delà de l'émergence du bien-être ou de retour du bien-être, il y a un sujet fort aujourd'hui qui s'appelle le santé-environnement, dont on sait, par exemple, vous n'avez pas parlé tout à l'heure, le fait que les gens soient enfermés dans une bagnole pendant 1 heure, 1 heure et demie, il y a des impacts en termes de santé. Donc en termes de prévention, donc en termes de budget, aussi, parce que ça coûte la santé, vous avez intérêt à ce que vos salariés, vos acteurs économiques ne soient pas enfermés dans une bagnole pendant 1 heure et demie aller et 1 heure et demie retour. Ça, c'est factuel et c'est assez cash, mais c'est la réalité. Donc en termes de société, on a intérêt aussi à penser comme ça. Donc moi, je suis ravi d'entendre un aménageur qui pense comme ça, parce que on voit aujourd'hui, on est pris dans un dilemme, une contradiction, besoin de non artificialiser, besoin d'aller densifier, et le mouvement est le retour du pavillon individuel avec ce que ça génère. On a dit tout à l'heure un mot important, ce qui s'appelle l'effet rebond. Ça vient d'être dit par Bettina. Les gens font du télétravail, c'est super. Ils prennent une voiture beaucoup plus qu'auparavant. Ils rachètent des voitures. Donc c'est ça qu'il faudra aussi qu'on arrive à mesurer et qu'on arrive à peut-être arbitrer si on a des besoins d'arbitrage par rapport à des nouvelles émissions qui deviendraient nocives pour l'ambition climatique française. Voilà. Il reste encore beaucoup de choses à imaginer pour... Sans compter les émissions du numérique. Évidemment, encore un vaste sujet dont on ne pourra pas parler malheureusement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Thierry de Tournon, Bettina Laville, Arnaud Leroy pour avoir répondu à mes questions et avoir fait preuve de pédagogie sur ce vaste sujet.